Bonjour, je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur We Do Biz, radio des entrepreneurs, dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. Entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Une émission aujourd'hui avec Olivier Maslow. Notre émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure présente de nouvelles manières de voir, de penser et d'agir d'entrepreneurs, d'artistes, de philosophes, d'humanistes, de chercheurs, d'écrivains, de musiciens. Mais pas que. De personnes qui ont changé ou changent de vie et font évoluer le monde par ce qu'elles font et par ce qu'elles sont. Notre émission présente des entrepreneurs, artistes, philosophes. Ces entrepreneurs, artistes, philosophes illustrent la naissance d'esprits libres, hors normes, animés de volonté et construisant avec exigence, conscience et humanité leur rapport au monde. Leur recherche est juste celle d'une vérité intime, souvent inconsciemment généreuse et humaine, universelle. Partant du principe d'Épictète que philosopher, ce n'est pas discuter de philosophie, c'est vivre sa philosophie, nos invités nous font vivre leurs expériences de vie, professionnelles, spirituelles ou intimes, souvent étonnantes, montrant qu'on peut s'approprier le monde dans ou hors des codes. Aujourd'hui, quelqu'un qui apporte un regard sur l'homme dans les organisations. Il initie des débats sur la manière d'entreprendre, de manager, de nous comporter dans les entreprises, mais pas que. Olivier Maslow va nous présenter le modèle neuroquantique, qui mêle l'approche neurocognitive et comportementale de Jacques Fradin et le modèle transurfing élaboré par le physicien quantique russe Vadim Zeland. Un invité, chers auditeurs, qui nous fait une fois de plus entrer dans l'ère de l'évolution positive, du désir, du retour à la quintessence, au renouveau des rêves et des idéaux. Un invité qui représente un changement des manières de voir, donc de penser et d'agir. Une fois de plus, une fois encore, semer les idées et les comportements simplement humains, doux, beaux, tendres, montrant que nous pouvons faire de nos vies un art, être les poètes de nos existences, changer le monde et bâtir ensemble une humanité meilleure. Bonjour Olivier Maslow. Bonjour Yannick, sacrée introduction, hein. Ça vous plaît? Ah, ça me fait voyager, en même temps je dis waouh, tout ça. Eh bien, on va voir, c'est peut-être le cri qu'on va avoir en découvrant votre vie. Alors, okay. Qui êtes-vous justement? Un certain nombre de changements de vie, vous vous laissez porter, vous avez vécu 1000 vies et presque la mort. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Et ensuite, on verra, on plongera dans l'univers quantique. Ok, alors 1000 vies peut-être pas, mais 3 certainement en tout cas. J'ai 53 ans, je suis père de 4 enfants. J'ai commencé ma vie par tomber sur la tête. Et c'est depuis ce temps-là que je suis un peu fêlé. C'est depuis ce temps-là que j'ai envie d'aller peut-être chercher confirmation de ce que j'ai pu percevoir quand je suis tombé sur la tête. C'est vrai qu'à 4 ans, je suis tombé de 2,50 m en arrière sur du béton. Et j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, une NDE, et je me suis vu d'en haut. Et j'ai vu mon petit corps avec mes parents autour, mon grand-père, il m'avait déplacé, il m'avait amené à un autre endroit, et c'est vrai que ça a été confirmé par la suite, donc c'était pas une image inventée. J'ai pas d'autres souvenirs, j'ai pas vu le tunnel ou la lumière blanche comme certains évoquent, mais peut-être que je me rappelle plus tout simplement. 4 ans, c'est jeune, ça fait longtemps. Mais cette image est toujours présente, et elle a toujours été là sans que j'en prenne conscience, je dirais presque. Et puis, à 22 ans, j'ai eu l'occasion aussi de faire une autre expérience, une expérience, je dirais, plus d'introspection avec des amis, et on testait une molécule qui avait été mise au point par le professeur Sacha Shulgin aux États-Unis et qui avait pour but de reconnecter sensoriellement les traumatisés du Vietnam. Et donc, bon, par des amis, on a eu l'occasion d'expérimenter ça. On a pris 2 jours pour expérimenter. Et donc, vous êtes allé faire la fête aux États-Unis en prenant du LSD, c'est ça? Non, le LSD, non, on pourrait penser que non, c'était pas du LSD. Ça va alors. Mais par contre, effectivement, c'est une molécule qui, après, est devenue illégale sous la forme de l'ecstasy. Voilà. Donc, les choses sont dites, mais à l'époque, c'était totalement légal. On ne savait même pas ce que c'est.
Donc on était vraiment dans l'expérimentation que permettait ce professeur pour vraiment connaître les effets. Un peu comme, quelque part, l'armée aux États-Unis a pu faire prendre du LSD à ses soldats pour voir les effets, étudier tout ça. Voilà. On était vraiment dans une expérience scientifique, je pourrais presque dire. Hein. Voilà. Et donc là, j'ai vécu un moment où le temps s'est arrêté. Un moment d'instant présent, un moment où c'est comme si le monde, l'univers s'était entièrement rétracté dans ma tête. Et là, j'ai eu une méta-compréhension, ou en tout cas un éclair, une compréhension de qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, pourquoi j'étais là, enfin, donc comment je m'étais individualisé dans Olivier Maslow, etc. Voilà, une méta-compréhension de mes relations aux autres aussi, puisqu'on n'avait pas besoin de se parler, c'était comme s'il y avait une télépathie naturelle, c'était comme s'il y avait tout un tas de choses, et petit à petit de retourner dans mon individualité, dans mon corps et tout, il y a une logique, je dirais que j'ai eu la sensation de comprendre comment ça fonctionne, le monde. Voilà. Et sans doute, parce que j'avais fait cette EN2 avant, sans doute parce que dans cet état de NDE, j'ai retrouvé cet état où il n'y a plus que la conscience et le mental s'est tu. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en neurosciences, on va retrouver ces deux éléments dans le cerveau qui sont le préfrontal, qui est cette partie de conscience qui est dans l'instant présent, qui reconstitue la réalité en temps réel en fonction de tout l'environnement. Et puis cette partie, au contraire, très analytique, très séquentielle, qui va être le mental, qui va être ce qu'on appelle le néolimbique. Et donc j'ai pu vivre à travers ces deux expériences, un peu ce préfrontal pur qui redescend dans le mental, dans le néolimbique, qui se réindividualise avec toutes ses croyances, toutes ses valeurs, toutes ses importances, tout ce vécu qui fait que moi je vois les choses comme ça et toi tu les vois comme ça et on est d'accord ou pas, mais en tout cas voilà, c'est moi. Mais là-haut il n'y avait plus de moi, il y avait je suis. Donc c'est intéressant de faire ces déductions et après j'ai commencé à lire, avant j'avais jamais lu. Et je dirais que j'ai pas vraiment beaucoup lu non plus parce que je suis tombé sur des bouquins, bon à la base le livre des morts tibétains, les évangiles, voilà les bouquins des grandes philosophies spirituelles millénaires. Et puis d'autres bouquins et puis il y avait des liens. Je me dis bah oui, bien sûr, ça raconte ce que je dis, c'est ce que j'ai vécu. Ou par contre oui, non là je suis pas d'accord parce que pour moi c'est là on voyait l'action du mental. Enfin donc, en tout cas, de mon point de vue, et c'est important pour moi de dire de mon point de vue, parce que l'expérience nous montre que chaque individu a son propre point de vue. La représentation du monde par rapport à lui-même. 7 milliards d'individus, 7 milliards de dictionnaires différents. Donc, de mon point de vue, il y avait comme une logique, ma vérité en tout cas, qui n'est pas forcément celle des autres, et qui m'a permis ensuite de vivre mieux les autres événements de ma vie. Alors à 27 ans... Alors avant ça, pourquoi une prise de conscience? Pourquoi ça à ce moment-là? Vous veniez d'où? De quel milieu? Vous faisiez quoi? Vous habitiez où? Oui, ok. J'ai fait un bac de mécanique générale, un bac F1. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait ensuite, tout de suite après. Tout de suite après, je suis monté à Paris. Mes parents m'avaient mis au piano à coups de pied dans le derrière à l'âge de 6 ans. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé le piano et je suis monté pour être musicien de studio à Paris. Et j'ai tout de suite eu la chance de travailler avec Graham Allwright, Maxime Le Forestier. Et puis mon premier tube dans les années 80, c'était Chacun fait ce qui lui plaît, Chagrin d'amour. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec Souchon, avec Bruel, avec Goldman, avec Sheila, et puis avec d'autres, Philippe Laville, Philippe Cataldo. Enfin bon. Et donc j'ai été un peu le clavier à la mode des années 80. Je joue dans pas mal de tubes des années 80 et ça se passait bien, j'ai fait des productions, donc j'avais cette vie de musicien qui me plaisait, j'étais à Paris et puis petit à petit ça commençait à me lasser. Pourquoi? Moins de plaisir, moins de désir, moins de quoi? Oui, parce que alors avec le recul je dirais que je n'avais pas lâché ma bribe de créativité, j'avais pas lâché la bride plutôt, j'étais au service des autres. Alors autant ça me plaisait beaucoup d'être au service des autres, mais à un moment donné, il y a un truc qui me dit, mais en fait je m'amuse plus, et puis j'en ai marre que, tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je propose un truc, et puis on me dit, bah non, garde ça, ça me va pas. Donc voilà, j'étais pas libre en fait d'exprimer ma créativité. Et c'est ça qui m'a donné envie de changer.
Et puis j'en avais marre aussi de cette vie parisienne avec mes enfants qui toussent le matin, ces odeurs de pot d'échappement quand je dois les accompagner à l'école. Enfin, il y avait tout un tas d'éléments. Je circulais en moto, j'ai eu un accident, bon, pas très grave, mais en tout cas, ça a été une prise de conscience que j'avais envie d'aller ailleurs. Donc j'ai quitté ce métier, au grand étonnement d'ailleurs de tous les gens avec lesquels je travaillais, parce qu'ils me disent non, tu devrais continuer, t'es bon, etc. Mais j'en avais marre, tout simplement, j'en avais marre. Donc vous décidez, vous dites allez, je pars. Oui. À la faveur de quelque chose, d'une rupture, non, rien, d'une rencontre, Cet accident a été la goutte d'eau, mais ça faisait déjà 4 ans que je me demandais où est-ce que j'avais envie d'aller. Donc le sud, où est-ce que... Et puis en fait, je suis parti en Touraine. Et là, j'avais 35 ans. Donc j'avais fait 15 ans d'une belle carrière. J'avais une maison qui valait pas mal d'argent dans Paris, avec un jardin, etc. Et j'ai revendu ça. J'ai acheté un manoir avec la ferme et puis des hectares autour, en Touraine. Et puis c'était un bâtiment qui avait été inhabité depuis 16 ans, ou même plus que ça. Enfin, c'était loué depuis 16 ans, mais inhabité depuis 30 ans. Et j'ai restauré, pendant 1 an et demi, j'ai fait que ça. J'ai restauré ce manoir, j'ai fait des gîtes, j'ai fait des chambres d'hôtes, j'ai fait une piscine. Et puis j'ai élaboré autour de ça un projet de golf. Parce que j'avais ces hectares, et puis mon beau-père m'avait dit, tiens, si tu faisais un practice, je lui dis, c'est quoi ça? C'est un endroit où on pose la balle et on tape dedans. Okay, bon, c'est peut-être un peu bête, on peut peut-être faire plus. Oui, donc voilà, j'ai appelé un architecte, et puis j'ai posé un projet. En fait, il faut dire que je suis dans la création, et la routine m'ennuie. Donc je vais toujours être dans qu'est-ce que je peux trouver d'autre, voilà. Et puis il y a des idées qui germent et j'ai envie de les mettre en place. Ça fuse et il faut les concrétiser, les incarner. Oui, en fait j'ai envie surtout. Je me mets pas de pression. Il y en a que voilà, mais en tout cas oui, quand ça part, quand ça me parle, j'y vais vraiment. Alors pour nos auditeurs, vous me reprenez parce que j'ai dit il faut. Oui. Voilà, alors on y viendra après. J'ai envie, oui. C'est pas du il faut, c'est j'ai envie et voilà, je le fais. Voilà, je le fais par plaisir, je le fais par motivation. Et sans obligation. Ça, c'est important, on y viendra dans les méthodes neurocantis. Voilà. Le il faut veut dire qu'il y a une contrainte qui vient de l'extérieur. Donc, c'était pas une contrainte, ça venait de moi. Et j'ai monté ce projet de golf, c'était à Loches, donc il y avait vraiment... en plus, Loches était jumelé avec Saint-Andrew, la mecque du golf, mais n'avait pas de golf. Et puis, tout était en place, et puis au moment où ça devait se faire, ça change de sous-préfet, et la sous-préfète arrive et nous dit, ben non, votre projet, c'est pas un projet public, c'est un projet privé, donc au lieu d'avoir 75% de subsides avec le FEDER, etc., vous aurez que 25%, donc Monsieur Maslow, mettez donc 1 million de plus à la poche, de votre poche, pour ce projet. Alors j'ai dit non, par contre, je vous vends le terrain, vous faites le golf, je le managerai. Et puis c'est ce que j'ai fait, parce que moi, mon intérêt, c'était, j'avais cet équipement touristique au milieu, c'était qu'il y ait un bel environnement pour le valoriser. Et en fait, à la sortie, j'ai même pas eu envie de les manager, parce que j'ai été assez dégoûté par toute cette pression administrative, cette lenteur, etc. Et puis, une faillite à la clé, voilà, parce qu'on entreprend, mais des fois, on peut se casser la figure. Ça arrive souvent, voilà. Mais peu importe. Donc, il y avait une faillite, j'ai perdu un peu d'argent. Ma femme m'a dit, écoute, je vais peut-être aller voir ailleurs. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi, surtout autour de 40 ans, c'est quelque chose d'assez courant, on va dire. Et donc, effectivement, on a été amené à vendre toute la propriété, on a vendu petit à petit. Et puis, là, à la sortie, j'avais vraiment plus envie de rester en France. Je suis désolé pour nos amis compatriotes. Je suis français, mais effectivement, je suis parti vivre à Bruxelles parce que je ne supportais plus ce climat de suspicion et ces entraves qu'on met dans la création et dans l'entreprise. Surtout à l'époque, quand on avait fait faillite, etc. Bon, ça a un petit peu changé, même si le regard n'est pas encore totalement ouvert. Moi, je ne vois pas beaucoup de changements, sincèrement. Sachant que beaucoup d'études en entrepreneuriat ont montré que finalement, des entrepreneurs qui réussissaient le mieux avaient déjà eu 1, 2, voire 3 échecs et qui continuaient, et que c'est ceux qui avaient les plus belles réussites, les plus belles sociétés à terme. Donc, n'hésitez pas à échouer. L'apprentissage à travers l'expérience de l'erreur. Exactement. Et donc l'erreur n'est plus un échec, mais une expérience. Une expérience, une évolution, un apprentissage. Absolument. Les Américains le pratiquaient depuis longtemps. Alors peut-être que ça a évolué sur ce plan-là en France, mais ça n'a pas évolué sur le plan de la lourdeur administrative et des contraintes. Enfin, ça a largement diminué maintenant. Bon. Enfin, je suis arrivé dans un autre monde en Belgique, où c'est facile de parler avec l'administration, où c'est facile de créer, c'est facile d'ouvrir des trucs, c'est facile de tout faire. Et donc, effectivement, je me suis établi en Belgique. Et là, bon, j'avais été musicien, j'avais fait des golfs, projet touristique.
Parallèlement, j'avais aussi développé une chaîne de magasins de CD d'occasion avec un ami d'enfance, donc à travers différentes villes de France. Donc quand je vous dis, je suis plutôt dans la création. Ça s'appelait comment? OCD. 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 Il y a des magasins à Paris. Très bien, j'allais là-bas. Oui, c'est un chouette magasin. Salut Félix, si tu m'entends. et donc, qu'est-ce que je vais faire? C'était la grande question. À ce moment-là, il y a eu une période où je me suis permis de rien faire. Alors c'est vrai que j'avais vendu la propriété. Vous aviez un peu d'argent. Voilà, j'avais de l'argent de côté. Mais plutôt que de ne pas faire quelque chose qui est en accord parfait avec moi, je préfère ne rien faire. Et j'avais des enfants qui étaient adolescents à cette époque. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner des amis de ces enfants, dont un, par exemple, qui se faisait taper dessus dans la rue pour rien. Ils se baladaient, des gens qui ne le connaissent pas, d'autres jeunes qui vont tout d'un coup lui taper dessus. Et donc, de l'accompagner un peu, d'une manière un peu empirique, je dirais. Mais empirique, intuitive. Vous aviez déjà fait ça ou non, c'était juste votre prédisposition? En lien avec ce que j'avais vécu à 27 ans, suite à cette expérience, suite à mes lectures, j'avais fait une initiation à la PNL. Et j'avais aussi... La programmation neurolinguistique. Voilà. Et j'avais aussi fait des stages de développement personnel, notamment marcher sur le feu, marcher dans la forêt la nuit, voilà, tout un tas de choses où j'ai pu comprendre à quel point j'avais de l'énergie en moi créatrice, à quel point il y avait aussi des peurs qui pouvaient m'empêcher d'aller dans cette créativité. Donc j'ai conscientisé tout ça, et ça a été énorme. Et donc ces outils que j'ai pu attraper quand j'avais 27 ans, j'ai pu les appliquer de manière donc intuitive, effectivement, sur ces ados. Dans l'accompagnement d'autres. Vous aviez réussi à transcender, à sublimer quelle peur, vous, rétrospectivement? Vous aviez peur de quoi? Je ne vais pas dire quelle peur, j'en sais rien, parce que j'en ai encore sublimé d'autres il n'y a pas si longtemps que ça, mais en tout cas, j'avais compris à quel point la peur est un processus totalement imaginaire. Je me fais une idée de ce qui va m'attendre, ce qui pourrait m'attendre, et c'est à ce moment-là que je n'avance plus. Par exemple, je marchais dans la forêt la nuit, et puis tout d'un coup, je me dis, tiens, s'il y avait un sanglier qui me fonce dessus. Et s'il y avait... Donc ça, c'est vraiment... Voilà, c'est là qu'on voit que le mental, il commence à fabuler. À tourner et puis rond, non, et alors le recul, donc si je fais l'observateur préfrontal, le recul, c'était de se dire, mais non, tout va bien. Tout va bien. Voilà, prends du recul par rapport à ça, ressors de cette peur, tout va bien. Et puis un peu plus loin, et s'il y avait quelqu'un qui m'attend derrière l'arbre pour me taper dessus? Et non, vraiment, j'ai vu ces pensées arriver. Et j'ai compris à quel point ces pensées allaient parasiter le fait simplement que je sois bien. Et c'était le vrai apprentissage. Il ne s'agit pas de savoir quelle peur il y avait derrière, à la limite, je m'en fiche. Alors comment on fait qu'on voit apparaître ces peurs ou qu'on ressent ces peurs? Parce que ça vient du cerveau reptilien, c'est incontrôlable. Oui, ça vient du cerveau reptilien, dans le sens où c'est le reptilien qui va envoyer un signal au corps, mais alors là on rentre un peu dans la technique, c'est pas grave. On a une partie de nous qui est un peu archaïque, qui est le cerveau le plus ancien, le reptilien, qui lui s'occupe de survie individuelle. Donc survie individuelle, c'est manger, boire, se chauffer, se vêtir, mais c'est aussi s'il y a un prédateur, se reproduire aussi, aller à la toilette si vous voulez, on peut continuer, il y a tout un tas de listes comme ça. Faire caca, oui, voilà. Mais il y a surtout aussi 3 stratégies quand il y a un prédateur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais fuir, je vais lutter, me battre, ou je vais faire le mort. Ces 3 stratégies d'inhibition pour la dernière. Voilà. C'est stratégie de survie s'il y a un prédateur. Et alors le reptilien, là il y avait le seul prédateur qu'on pourrait dire, c'est cette pensée. Comment ça se fait que cette pensée arrive? Et cette pensée va déclencher par le reptilien un signal corporel qui va être une des 3 formes de stress, le stress de fuite, je bouge dans tous les sens. Je cours, je bouge plus. J'arrête pas, voilà, j'ai cette anxiété qui arrive, je sais pas pourquoi. Non, je vais essayer de me battre, c'est le stress de lutte. Là, effectivement, il faut que j'impressionne l'autre, il faut que j'exprime mon besoin, je suis pas satisfait, donc il faut que je l'exprime. Ou stress d'inhibition, je suis découragé, j'ai plus d'énergie, tout d'un coup je suis vidé, rien que d'imaginer ce que j'ai à faire. Donc ces ressentis corporels permettent, en fait, sont des signaux d'alarme. Sont des signaux d'alarme qui sont déclenchés justement par cette partie observatrice chez nous qui est le préfrontal. Le préfrontal observe en temps réel, et quand il s'aperçoit qu'il y a dans l'étage en dessous, je dirais, une pensée inadaptée, à ce moment-là, il va déclencher un signal corporel. Qu'on baptise le stress. Qu'on baptise le stress. Et donc on voit à ce moment-là le stress comme un signal d'alarme et non pas comme le mal du siècle. Le stress, c'est
simplement notre corps qui réagit parce qu'on a une réponse inadaptée à la situation, au contexte, etc. Exactement. Ou quelque chose qui ne nous correspond pas. Exactement. Voilà, qui n'est pas aligné avec nous, on n'est pas centré, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc, cette peur qui arrive tout d'un coup, ben, elle me dit quoi? Elle me dit, enfin, d'abord, elle n'a aucune raison d'être, donc le préfrontal, l'observateur, envoie ce signal au reptilien, et puis tout d'un coup, je sens que ça se crispe, je me sens mal, je me sens pas bien, et être à l'écoute de ça, c'est ce qui va me permettre de me dire, mais attends, à quoi je suis en train de penser là? Qu'est-ce que je suis en train de fantasmer dans ma tête? C'est quoi cet imaginaire qui se met en route? C'est quoi ce petit hamster qui est en train de trotter dans sa roue? Et tout d'un coup, à ce moment-là, je peux prendre du recul et me dire, est-ce que est-ce que cette pensée me sert? Hein? On ne va pas dire est-ce qu'elle est bonne ou elle est mauvaise, parce il peut peut-être y avoir des pensées qui sont bonnes et qui vont générer un stress, parce que là, effectivement, il y a véritablement un prédateur. Et qu'il va falloir courir. Mais là, dans ce cas-là, est-ce que cette pensée qu'il peut y avoir un sanglier ou une personne qui m'attend derrière un arbre me sert? Non. Et donc, c'est à ce moment-là, allez, reviens à toi, je dirais. Reviens à toi, Olivier, reviens à qui tu es vraiment et détends-toi. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc, pour moi, ce n'était pas le fait d'identifier telle ou telle peur, mais c'était le fait de comprendre ce mécanisme. Et je dirais que pourquoi j'ai pas composé, pourquoi j'ai pas libéré la créativité quand j'étais musicien, c'est parce qu'il y avait aussi cette peur du regard des autres, ou alors cette histoire de me dire c'est pas tellement intéressant ce que je fais, et puis qu'est-ce qu'ils vont en penser les autres, et puis je vais être jugé, je vais être jugé, etc. Donc ça c'était une peur aussi. Et c'est à cause de cette peur, enfin en tout cas ça s'est passé comme ça, donc je vais pas dire que c'est à cause, c'est moi qui ai généré cette peur et qui a fait que je n'ai pas créé. Alors, est-ce qu'on génère? Est-ce que c'est juste, ça vient de soi, de l'éducation, de tout ce qu'on nous a mis dans la tête, les comportements grégaires, etc. C'est quoi? Un comportement grégaire, c'est acquis, Alors, il y a en fait, quand vous parlez de comportement grégaire, on va parler du deuxième étage du cerveau. Il y a une partie du cerveau. Donc, on a parlé du reptilien qui s'occupe de survie individuelle. On a parlé du néolimbique, troisième étage, qui s'occupe du mental. On a parlé du préfrontal, tout en haut, là, qui s'occupe d'observer ce qui se passe. Et le deuxième étage, c'est le paléolimbique. Lui, il s'occupe de la survie du groupe. Parce que dans un troupeau, il faut qu'il y ait un leader pour emmener la meute quelque part. Il faut qu'il y ait des suiveurs. Il faut qu'il y ait un marginal à l'écart qui va prévenir de l'arrivée d'un prédateur ou qui va peut-être se faire manger en premier. Ça, c'est aussi son rôle. Et voilà. Et donc, il y a toute une hiérarchie qui se met en place, je dirais, d'une manière un peu animale, un peu instinctive. Donc, chez l'être humain, c'est comme ça aussi. C'est, je dirais, la partie la plus animale de nous. Comment je me situe par rapport aux autres? Est-ce que je me sens naturellement dominant ou est-ce que je me sens naturellement plutôt soumis, dominé? Est-ce que je me sens plutôt, j'ai pas envie d'y aller, je me sens un peu marginal, j'ai pas envie vraiment de rencontrer les autres? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai besoin du contact à fond avec les autres parce que j'aime tout le monde et je fais confiance à tout le monde? Donc là, c'est ce qui va être géré par ce deuxième étage. Alors, le conditionnement chez un être humain, il se fait au niveau du deuxième et du troisième étage, principalement, parce que le reptilien, lui, il est instinctif. Il y a prédateur ou il n'y a pas prédateur, c'est on ou off. Et le préfrontal, il est dans l'instant présent, il observe, donc il reconstitue en temps réel. Donc les deux étages du conditionnement, c'est ce qu'on pourrait appeler la partie la plus automatique de nous, c'est-à-dire qu'on a été conditionné. On baptise les routines, tout ce qui fait qu'on ne se pose pas des questions, on fait les choses. Voilà, on a par notre vécu une vision de la réalité qui va conditionner nos comportements. Et tant qu'on n'est pas conscient de tout ce conditionnement, on obéit, je dirais, à des règles. C'est là qu'on retrouve le « il faut »,« tu dois », qui nous ont été insufflés mais depuis des milliers d'années par la civilisation judéo-chrétienne, et puis par notre famille, et puis par notre enseignement à l'école, et puis par nos mentors, et puis par nos amis, et puis par l'entreprise dans laquelle on travaille, et par les messages qu'on entend des gouvernements, qu'on entend des médias, qu'on entend de la publicité. Pensez comme ça, faites comme ça. Voilà, exactement. Il faut faire comme ça, sinon vous ne serez pas heureux. Et d'ailleurs, il y a une crise aujourd'hui, il faut se serrer la ceinture, sinon on ne va pas s'en sortir. Et donc ça, c'est du pur conditionnement. Et tant que l'être humain reste soumis à ce conditionnement, il aura du mal à trouver sa quintessence, puisque vous parliez tout à l'heure de quintessence dans l'intro, de sa véritable personnalité, son être véritable.
Alors là, vous nous avez parlé de personnalité des individus. Dans votre livre, hein, donc, qui s'appelle Neuroquantis, l'entreprise neuroquantique, un modèle quantique d'épanouissement de l'individu et de toute organisation, donc, qui est édité au courrier du livre, hein, vous parlez également des tempéraments et du caractère de l'individu et de leur expression ou non dans leur vie, dans les organisations et des troubles potentiels que ça peut générer. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir un peu ce que sont les personnalités, tempéraments, caractères et... Alors, je dirais qu'il y a plusieurs étages dans le cerveau, mais il y a plusieurs contenants qui peuvent générer des troubles. Hein, mais les personnalités, effectivement, sont un trouble en termes de motivation ou de non-motivation ou de non-réalisation de soi dans une organisation. Et pourquoi je parle d'organisation? Parce que c'est pour l'entreprise, mais c'est aussi pour toute forme d'organisation. C'est pour les gouvernements, enfin, toute organisation. On peut dire tout comportement de groupe ou de relation à l'autre. Voilà. La première organisation, c'était la tribu préhistorique. Il fallait s'organiser pour aller chasser, pour aller boire, pour s'occuper du feu, parce qu'un mammouth tout seul, c'est difficile à choper. Voilà. Donc, on commence à s'organiser pour assurer les besoins, pour satisfaire les besoins de l'individu. Le but d'une organisation est là pour satisfaire les besoins de l'individu. Quand on va commencer à dévier et plus satisfaire les besoins de l'organisation que ceux de l'individu, ça dysfonctionne. Et donc, au niveau des personnalités, comment ça va dysfonctionner? C'est si vous placez une personne dans une organisation qui ne prend pas de plaisir à ce qu'elle fait. Alors, on va dire, ouais, c'est courant, personne prend du plaisir à son travail. Ouais, non, c'est pas vrai. Quand une personne c'est de moins en moins courant. Voilà, c'est de moins en moins courant. Et les gens aspirent justement à servir à quelque chose, à trouver du sens dans leur expression. Tout à fait. À l'endroit où ils passent le plus clair de leur temps. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand un bébé naît, il a 100% de ses connexions neuronales. Et en fait, dans les 3 premiers mois de sa vie, on va passer de 100% à 10% des connexions neuronales. Le cerveau s'est adapté à l'environnement, tout simplement. Et il s'est adapté en fonction d'un conditionnement qui va être plaisir, déplaisir. Donc on pourrait dire pour un bébé à quel moment je vais recevoir le tété ou la tétée ou le biberon. Donc en fonction des 4 états du reptilien, mais là on va rentrer un peu, c'est un peu trop technique, on va pas rentrer, mais en fonction en tout cas du moment où bébé va recevoir son biberon, il va se dire, si c'est au moment où il bouge dans son berceau, il va se dire, c'est cool de bouger. C'est cool de bouger, et dorénavant, pour obtenir des choses, je vais m'agiter, je vais bouger. C'est même pas pour obtenir des choses, c'est j'ai plaisir à bouger, parce que c'est cool de bouger, j'ai le biberon. Parce que là, on est encore dans il y a un besoin qui arrive là tout d'un coup. Il faut que j'obtienne. Non. Je ne suis pas quantique, pas encore. Si je me mets à crier et qu'à ce moment-là, le biberon arrive, à ce moment-là, c'est cool de diriger. J'ai crié, j'ai demandé, ça arrive. Donc à ce moment-là, on va avoir une personnalité qui va être plus dans le leadership ou dans la compétition. Dans le bouger, on va être plus dans le j'aime voyager ou j'aime animer face à des personnes, être dans une ambiance de groupe active, etc. Géo au Club Med. Voilà, Géo au Club Med. Ou alors j'aime aussi classer, c'est aussi une autre manière de faire bouger les choses. J'aime classer, ranger, etc. Donc voilà, il y a tout un tas de comportements qui sont définis dans ces 3 premiers mois et qui ne changeront plus jamais. C'est-à-dire qu'à 3 mois, l'empreinte neuronale s'est figée, il y a une empreinte neuronale qui se fait, et c'est ce qu'on appelle les tempéraments, c'est-à-dire un tempérament, quand on dit que quelqu'un a un tempérament joueur, ou un tempérament sérieux, ou un tempérament, on voit à quel point il y a quelque chose qui est assez profond chez lui. Et le tempérament, c'est justement cette partie de nous qui ne changera pas. D'ailleurs, j'avais une amie qui me disait, oui, mais un être humain ne change pas. Et moi, je dis, mais si, il change. Mais alors, est-ce qu'un être humain change ou ne change pas? Eh bien, les deux. Il y a une partie qui ne va pas changer et qui va être là vraiment, qui va dicter, je dirais, son plaisir, sa motivation par le plaisir de faire. Si j'aime voyager, j'aurai toujours envie de voyager. J'aime ça. Et si on me met dans un bureau où je vois personne, je ne serai pas bien. Pas du tout. Je ne serai pas bien. Je serai pas bien. Donc là, il y a vraiment, je ne suis pas dans mon rôle dans cette organisation. Au lieu d'être à la comptabilité, je ferais peut-être mieux d'être dans le commerce. Voilà, parce que j'aime aussi le contact, etc. Voilà. Donc savoir quelle est cette motivation chez un individu par le plaisir, c'est essentiel
pour le mettre, je dirais, dans son cœur de fonction. Ça, c'est une autre définition de neurocortex. C'est-à-dire quand il est aligné, quand il est bien avec lui-même, dans son expression, il est radieux, il ne se pose pas la question du sens parce que de toute façon, il est aligné avec ce qu'il a envie de faire. Alors là, on caricature un peu, mais on va dire que le cœur de fonction d'un individu, c'est qu'il a une partie de son tempérament qui est alignée avec sa fonction. Hein, et qu'à côté de ça, il a aussi un minimum de compétences pour cette fonction, qu'il a les informations qu'il faut pour activer la décision, et puis aussi qu'il va représenter, je dirais, le meilleur coût homme-ressources par rapport à l'organisation. Enfin, sur ce dernier point, c'est le modèle est totalement donc décrit dans votre livre. Ouais. Effectivement, nos auditeurs peuvent aller voir. On les incite à aller voir effectivement vraiment en détail par rapport à ça. Puis il y a le site aussi neurocortex.com où il y a aussi pas mal d'éléments de la théorie qui sont repris. Et alors, ça, c'est la partie qui ne bouge pas, qui va nous motiver par le plaisir. Donc, tenir compte de cette motivation par le plaisir pour mettre un individu à la bonne place dans l'organisation, c'est essentiel. Et alors, l'autre partie, c'est celle qui va être conditionnée depuis notre naissance, mais jusqu'à aujourd'hui, et qui continue d'évoluer tout le temps. Donc, c'est la partie de nous qui change. C'est ce qu'on appelle le caractère. Et alors, lui, il se façonne en fonction du vécu et de l'expérience. C'est-à-dire, et là, c'est pas est-ce que j'ai plaisir ou est-ce que j'ai pas de plaisir, non, c'est est-ce que je suis puni ou est-ce que je suis récompensé. Et donc, on va avoir à ce moment-là une motivation, non pas par plaisir de faire, mais par besoin de résultat. Alors, si j'ai deux personnalités identiques où j'ai en même temps le plaisir de faire et en même temps le besoin de résultat, vous pouvez imaginer à quel point la personne va être performante au niveau de l'organisation. Parce que là, il y a vraiment une double motivation. Non seulement j'aime faire, mais en plus de ça, j'ai plaisir de résultat. Et donc, on peut voir que allier tempérament et caractère, là, on permet vraiment au tempérament de s'exprimer et donc à la personne d'être dans son plaisir intrinsèque. Et si c'est pas le cas? Alors, si c'est pas le cas, en fait, on va dire qu'il y a une partie du caractère qui a besoin de résultats. Donc, s'il y a du résultat, c'est parfait. Mais s'il n'y a pas de résultat, ça se passe mal. Là, c'est pas du tout accepté. Et là, on va dire qu'on est dans le troisième étage, dans cette partie mentale. Et on est dans tout ce conditionnement. Alors, pour prendre un exemple, je dirais, si je reprends ce bébé, on lui a toujours dit dans sa famille, c'est très important d'être bien élevé, de bien parler, de ne pas dire de gros mots, etc. Il a été élevé avec cette valeur de politesse. Et donc, cette partie du cerveau est conditionnée. Il faut que je sois poli, et ne pas être poli, c'est pas bien. Donc là aussi, on a une part de jugement qui arrive. Il faut, je dois. Voilà, je dois être poli, parce que... Mais alors, j'ai l'impression que c'est vraiment par plaisir d'être poli, mais en fait, non. C'est parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois poli depuis tout le temps, et donc j'en ai fait une croyance. J'en ai fait une valeur. La politesse. Je dois être poli. Et donc, ça veut dire que tout d'un coup, si je me retrouve face à quelqu'un qui, lui, n'est pas poli, ça va me gêner. Ça va me mettre en colère. Ça va me stresser. Ça va m'amener dans une non-acceptation de ce qui est. Et alors à ce moment-là, ça va constituer un frein, parce que imaginons que dans mon métier, je me retrouve avec des gens qui n'ont pas forcément la même éducation que moi, qui vont peut-être parler un peu d'argot, etc., et que tout d'un coup, ça me bloque et que j'arrive plus à collaborer avec eux. Ça devient un frein dans mon épanouissement au sein de l'organisation. Donc ça, on pourrait dire que c'est une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que cette partie-là change. On peut agir dessus. On peut agir dessus. Il y a cette plasticité neuronale qui est induite simplement par l'expérience. Si quand j'ai fait l'expérience que effectivement je vois une personne qui parle de l'argot, qui parle pas bien, qui se tient pas forcément bien, mais qui est éminemment sympathique et que j'ai beaucoup de plaisir à être avec elle, je vais peut-être amener une plus de tolérance. Et réviser, à dire ouais, c'est peut-être pas si important que ça. À réviser mon jugement. Elle est sympa quand même. Exactement. Et à ce moment-là, je vais comprendre que effectivement la politesse c'est bien, ça reste toujours une valeur, mais l'impolitesse parfois, je veux dire, il faut un peu d'irrespect ou de trucs comme ça pour faire bouger les choses. Si on était toujours resté dans le respect des lois et des systèmes, on n'évoluerait pas. Donc ça fait partie. Ça serait la crise. C'est pas la crise, là. Non, pour moi c'est. Enfin, oui, on pourrait parler de la crise, mais pour moi c'est une grande illusion. Mais bon. On en parlera. On en parlera. Mais donc, ça me permet d'amener un moins de jugement, d'être plus souple, d'être plus adaptatif. Et là, c'est là qu'on revient à la quatrième partie du cerveau, qui est vraiment un cerveau adaptatif, qui est dans l'acceptation, dans la curiosité. Tiens, il y a quelqu'un qui dit un gros mot.
Ah tiens, c'est intéressant, tiens, je vais voir ce que ça me fait, tiens, il dit un gros mot, oui, donc déjà je l'ai accepté, alors oui, effectivement, bah là je vais mettre de la nuance, il y a des moments, un gros mot, ça peut faire rire, ou ça peut déclencher des choses, donc ça peut avoir son utilité, et puis je vais relativiser. Moi je voyais ça comme un truc absolument pas, mais je m'aperçois qu'il y a d'autres gens qui voient ça différemment, donc je relativise, et quelque part j'arrive dans une globalisation, une réflexion globale, qui me permet d'affirmer ensuite que oui, bah, même si ma famille me dit il faut être poli tout le temps, je vais peut-être dire... On écoute, peut lâcher un petit peu de temps. Maman, excuse-moi, mais merde. je caricature, bien entendu, mais bon... Mais on peut le faire et on le fait avec le sourire, en se disant... Avec tiens. beaucoup de sourire, parce qu'il n'y a plus de stress. Il y a juste... j'ai simplement envie de m'affirmer, maman. Tu veux pas m'écouter? Écoute, hein, voilà. Alors, se comporter de manière, selon cette méthode neuroquantique, ça vous a amené à créer un modèle à 6 dimensions vis-à-vis de l'individu. Alors, c'est-à-dire, vous vouliez peut-être compléter. Non, mais en fait, je viens d'en parler. C'est pas moi qui l'ai créé. C'était pour faire une petite synthèse. C'est Jacques Radin dans son modèle de l'ANC, effectivement. Alors, l'ANC, approche neurocognitive et comportementale. Donc c'est 25 ans d'études sur le cerveau d'une manière très très scientifique, donc vraiment avec des tests qui ont été faits avec l'armée de l'air française, etc., qui montrent vraiment comment ça fonctionne. Donc il n'a pas fini, hein, il continue, et c'est un personnage passionnant. Mais il a déterminé effectivement 6 dimensions qui nous permettent de passer du 3e étage, donc dans sa rigidité, dans ses croyances, des automatismes du conditionnement, à cette vision d'observation de ce qui est et d'acceptation de ce qui est. Et donc la curiosité, l'acceptation, ça c'est ce qui va me permettre de faire rentrer de l'information. Ensuite, il y a la nuance et la relativisation, c'est-à-dire c'est pas forcément tout blanc, tout noir, mais il y a des nuances de gris. Et puis, j'ai mon point de vue, mais si je relativise, il y en a d'autres qui voient ça différemment. Et puis, quand je vais ressortir l'information, j'ai fait des liens entre toute mon expérience ou mon vécu. Et puis, je vais affirmer mon opinion personnelle, peu importe le regard des autres. Et on ne va pas dépendre du jugement des autres. Voilà, alors, ça ne veut pas dire parler tout le temps et ne voir que soi, affirmer son opinion personnelle. Penser à soi, ça n'est pas penser qu'à soi. Au contraire, je suis en contact avec mon environnement, et c'est là qu'on rejoint la notion quantique. Parce que la physique quantique va considérer que l'observateur a une influence sur le résultat. Alors justement, quels sont les principes de base de la théorie quantique et pourquoi? Alors c'est très à la mode, c'est repris un petit peu partout, souvent en dépit du bon sens, ou c'est une sorte de tarte à la crème, mais quels sont les principes de la théorie quantique? Alors, le premier. Moi, je suis pas scientifique, alors je peux heurter des personnes qui sont très, très rigoureuses là-dessus, mais je parle de mon expérience, je parle du modèle aussi Transurfing qui a été élaboré par Vadim Zeland, et donc je parle aussi de l'expérience des centaines de participants que j'ai vus dans des formations que j'ai données et que donnent d'autres maintenant, et qui ont vraiment touché quelque chose qui les fait changer de vie. Hein, vraiment. Donc, je suis pas le seul à... En fait, nous avons une connexion directe avec le résultat que nous créons, c'est-à-dire notre réalité. Et Nous disons souvent en introduction, nous créons ce en quoi nous croyons. Voilà, effectivement. Alors, on va dire la manière dont nous observons va générer la suite. C'est-à-dire qu'on peut créer notre propre monde, notre propre environnement. Oui. Alors on pourrait parler de notre propre couche du monde, si je pourrais dire, mais qui est en interaction avec celle de tout le monde aussi. Hein. C'est-à-dire qu'à travers ce monde où il y a tout, où tout existe, quelle va être la réalité que moi je vais me créer? Et ça, je suis capable de me la créer. C'est-à-dire, ça veut dire aussi que j'accepte qu'il y a d'autres réalités, que j'accepte qu'il y a des choses même qui sont contre mes valeurs. Et c'est là qu'on rejoint la 2e dimension. Je suis dans l'acceptation de ce qui est, et je vais voir en fait tous les éléments qui vont interagir avec moi, non plus comme des causes extérieures à moi, mais comme des conséquences de ma façon de voir les choses. Par exemple, si j'ai du mal à parler avec mon collaborateur, et que je suis manager, je commence à dire, mais quel con celui-là. Quel con, je comprends pas, il est tout le temps. Et tout le temps, mais c'est infernal, je peux pas bosser avec un con comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de pointer le doigt vers lui. Ok. Donc j'ai ce doigt accusateur qui va pointer vers ce collaborateur que je... Mais si je regarde, quand je pointe le doigt, j'en ai 3 qui me reviennent là. Et alors la physique quantique, elle m'invite à dire, mais en fait, est-ce que c'est pas plutôt moi qui ne sais pas communiquer avec cette personne?
Est-ce que ce n'est pas plutôt moi qui n'ai pas compris comment communiquer ou comment elle fonctionne? Est-ce que c'est pas moi qui... et je vais dire, à la limite, ce gars-là que j'arrive pas à supporter, il est peut-être là pour me dire, il est même, de mon point de vue, sûrement là pour me dire que il y a des choses que je peux changer chez moi. Donc ça veut dire que je remets en cause qui je suis, mais enfin non, je remets en cause ma capacité à m'adapter et pour justement m'adapter de mieux en mieux à toutes les situations. C'est dire, on va pas changer le monde, on va pas changer l'autre, on va pas l'accuser, mais essayer de comprendre soit comment s'adapter, comment être capable de gérer cette relation ou ces relations qui peuvent, arriver, et qui nous titillent et qui nous emmerdent. Oh. Et l'aspect, je dirais, qui échappe à notre réalité concrète, qu'on a du mal à comprendre. Et pourtant, c'est que si je change ma façon d'interagir avec ce collaborateur, eh bien, lui va changer aussi. Donc, c'est-à-dire, je suis capable vraiment d'interagir sur ce collaborateur et peut-être que ça va devenir un gars extraordinaire qui va m'amener plein de choses géniales, simplement parce que j'aurais réussi à le voir différemment, à l'observer différemment. À répondre à ses propres besoins et à comprendre sa manière de fonctionner. Voilà. Alors c'est ce qu'on découvre dans votre livre, dans vos formations. On va faire de la pub gratuite. Écoutez, c'est effectivement comment on va gérer des comportements agressifs, de mauvaise foi, etc. Ouais. Et pour trouver effectivement, pour que cette relation soit d'équilibre et corresponde à... une adéquation des besoins de chacun et permettre de construire quelque chose. J'aime bien dire que la vision préfrontale, donc de l'observateur préfrontal d'une organisation ou d'un individu, c'est que nous sommes tous ensemble dans une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'avec ce collaborateur, nous sommes tous les deux avec un même but, c'est celui de participer à la réussite, à la durabilité, à la pérennité de l'organisation pour laquelle nous investissons notre temps, notre énergie, même si c'est pour un salaire, bien sûr. Et là, c'est aussi dans cette relation gagnant-gagnant. Mais donc, nous avons tous les deux un intérêt commun, c'est que ça fonctionne. Et tant qu'à faire que ça se fonctionne dans l'harmonie, dans la paix, qu'on arrive à communiquer, à travailler ensemble, et même si on n'est pas d'accord, on va quand même y arriver. Parce qu'on a compris qu'on est différents. Et donc, c'est ce recul de se dire, voilà, si je ne maîtrise pas cette situation, je ne la vois plus comme une cause, mais comme un effet. C'est-à-dire, cette situation, c'est l'effet justement de ma non-maîtrise. Donc, c'est à moi de redevenir capable de gérer cette situation différemment. Et là, je vous parle en termes très concrets, mais c'est exactement ce que nous dit la physique quantique en des termes qu'on ne comprend plus. C'est-à-dire, on ne comprend plus pourquoi, quand on fait la même expérience, mais qu'on change de capteur, on n'a plus le même résultat. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une interaction de cet observateur sur le résultat? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de chaos et qu'au milieu de ce chaos, il y a quand même des lois de cause et d'effet qui vont constituer le monde tangible dans lequel nous vivons? Qu'est-ce qui fait qu'en fonction de cette observation que nous allons faire, nous créons tel ou tel résultat? Mais concrètement, dans les comportements, moi j'aime bien être dans du terre-à-terre et du concret. J'ai surtout pas envie qu'on me dise « mais attends, c'est quoi ton truc de beatnik ou d'ésotérique, etc. » J'en veux pas de ça. Moi, je veux pouvoir dire avec le squelette d'un modèle mais très concret à la personne, voilà, regarde ce que tu peux changer chez toi. Alors, comment ça vous proposez donc un modèle à la fois individuel pour être mieux, pour apprendre en tant qu'entrepreneur, par exemple, manager, etc., à mieux manager, développer des nouvelles méthodes. Et donc, vous avez créé, c'est le sous-titre du livre, un modèle quantique d'épanouissement de l'individu et de toute organisation. Oui, oui. C'est quand même un peu nouveau de parler d'épanouissement de l'individu et d'organisation et d'essayer de les lier. Ben, reprenons à la base, l'organisation est là pour satisfaire les besoins de l'individu. Et l'individu participe à la pérennité de l'organisation. Donc on est dans deux entités qui sont extrêmement liées en interaction totale. S'il n'y a plus d'individu, il n'y a plus d'organisation. S'il n'y a plus d'organisation, il n'y a plus d'individu. Or, avec la loi, la règle, la méta-règle dans laquelle nous sommes actuellement, qui aurait tendance à nous dire qu'il faut du profit à tout prix, on en est maintenant à favoriser l'épanouissement de l'organisation, et encore je ne sais pas vraiment si elle s'épanouit, mais en tout cas on va surtout miser sur une croissance de la richesse d'une organisation, de ses actionnaires, etc. etc. D'une partie de l'organisation, d'une toute petite partie. Oui, au détriment de l'individu.
Et en fait, le modèle qui fonctionnait peut-être tout à fait bien au début du siècle dernier, parce qu'on était encore dans une société assez mentale, assez rigide, assez, je ne vais pas dire archaïque, parce que c'est pas préhistorique, mais en tout cas assez militaire. Hein, il y a un chef et il y a des gens qui obéissent. Hein. On était dans cette, même nos grands-parents étaient dans ce schéma de j'obéis à mon aîné. Et, donc on était dans une obéissance un peu soumise. L'individu aujourd'hui, les valeurs changent chez l'individu. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus envie de revivre ce que leurs parents ont vécu. Ils aspirent à quoi? Alors à quoi aspirent les nouvelles générations? Alors même les anciennes, on voit ce qu'apparaît dans les entreprises, au niveau des directions des ressources humaines. Le grand sujet actuel, et depuis quelques années déjà, ce sont les risques psychosociaux, la souffrance au travail. Comment on en est arrivé là? Comment on peut lutter contre? Et comment on peut aboutir à quelque chose de nouveau, réclamé par une nouvelle génération? Alors, j'ai un chapitre dans le livre qui traite des besoins, et c'est pas pour rien qu'il est là, parce que justement, de mon point de vue, on en arrive là parce que les besoins, soit de l'organisation, soit de l'individu, sont pas satisfaits. Donc on est dans la non-satisfaction des besoins, et si on reprend la pyramide de Maslow, ça s'écrit pas comme moi, mais en tout cas... Laissez planer le doute. Ça se prononce pareil. On voit qu'effectivement, c'est des besoins vitaux. Donc on peut considérer qu'une organisation aujourd'hui satisfait les besoins fondamentaux de manger, enfin de physiologique, psychologique, et puis sécurité. Hein. J'ai une petite vision à moyen terme de ma vie, j'ai ma maison, j'ai ma retraite, etc. Mais en ce qui concerne des besoins d'appartenance, de reconnaissance, d'avoir un sens de la vie, ou de me réaliser à l'intérieur d'une organisation, là on en est loin. De trouver quelque chose qui me dépasse. Qui me dépasse. Et d'ailleurs, l'intérêt de me réaliser, c'est qu'on constate qu'un être qui se réalise est un être qui va, à ce moment-là, s'intéresser à la réalisation des autres. C'est-à-dire que si j'ai compris comment je peux être heureux, mais fondamentalement heureux dans ma vie, hein, je ne parle pas du plaisir compulsif à aller acheter tout d'un coup un truc parce que, voilà, dont je vais me lasser au bout de 3 mois, non. Si j'ai compris qu'est-ce qui fait que je suis maintenant fondamentalement heureux dans ma vie, c'est logique que je me dise, mais regardez... Vous aussi, vous pouvez être fondamentalement heureux dans votre vie. J'ai envie de transmettre. Je suis bien, je suis heureux, décontracté, et je veux que le monde le soit. Exactement. Donc, satisfaisons les besoins supérieurs d'un individu au sein d'une organisation, et on va créer cette émulsion entre individus où on va justement dépasser nos peurs. Bien souvent. Oui, mais les gens sont pas prêts, et puis on n'a pas d'argent, et puis c'est pas possible. C'est toutes les croyances, et bien à la limite, c'est ce qu'on veut bien nous faire croire, parce que je me pose la question, sincèrement. Vu depuis le temps qu'on a des outils comme la PNL, la licence transactionnelle et maintenant les neurosciences qui nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'humain, comment se fait-il que ces outils essentiels ne sont pas enseignés dès le primaire à l'école? Comment se fait-il que nos enseignants n'aient pas ces outils-là et qu'ils puissent, par maladresse, par méconnaissance de ces outils, casser un enfant? Même un parent qui aurait reçu ces outils, vous imaginez qu'il va voir son enfant différemment que des parents actuels qui peuvent aussi briser leur enfant. Il va essayer de l'élever et pas de le contraindre. Voilà. Vous avez tout un chapitre, ça arrive plusieurs fois sur, non pas l'éducation, mais comment on peut valoriser, élever tout individu. Ne serait-ce que les signes de reconnaissance. Si vous dites à quelqu'un « tu es nul », vous l'attaquez sur son identité. Et donc vous le cassez. C'est du poison, c'est mortel. Vous le dites, mais tu mérites presque pas de vivre parce que tu es nul. Alors que si vous lui dites, tiens, là, ce truc-là, tu l'as pas fait tout à fait comme il fallait. Donc là, à ce moment-là, vous êtes sur le comportement ou les capacités. Comment tu pourrais faire pour mieux le faire? Comment tu pourrais faire, etc. Donc ça, c'est les signes de reconnaissance négatifs, mais dans notre société, surtout en Europe, par rapport aux États-Unis, on a du mal aussi à dire, wow, c'est bien ce que tu as fait. Ou même on a du mal à se dire, ouais, c'est bien ce que j'ai fait. Au contraire, on a une petite voix chez nous, notre mental se troisième. Ah, c'est pas si bien. Ah non, moi je suis nul. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis nul? C'est pas possible d'être si nul que je suis con. Alors là, la petite voix intérieure, elle est aussi forte pour nous envoyer des signes de reconnaissance négatifs inconditionnels qui attaquent notre propre identité. Mais c'est quoi cette petite voix intérieure? Faut la faire taire, faut l'écouter, c'est de l'intuition, ou c'est au contraire du mental déguisé? Alors c'est du mental. Conditionnement. C'est quoi la petite voix? C'est du mental.
C'est simplement du mental qui est conditionné pas forcément de la manière adéquate. Mais alors, quelle est la vraie petite voix intérieure? Alors, ou qu'on sent que c'est bon, ou que c'est juste ce qu'on fait, qu'on est bien, c'est quoi? Celui-là, il est parfait quand il ne va pas commencer à rentrer dans la résistance de « il faut, tu dois ». À partir du moment où il se met au service de l'individu, tu as envie de chanter, ok, on va chanter. Tu as envie de faire de l'ébénisserie, ok, on va faire de l'ébénisserie. Tu as envie de travailler sur toi, ok, on va travailler sur toi. Et je ne vais pas essayer de contrôler parce que lui, il a peur de l'inconnu, il a peur de ce qu'il ne maîtrise pas, il a envie de contrôler. Mais à côté de ça, c'est un super serviteur puisqu'il nous permet de compter. Le calcul mental, il nous permet de planifier, il nous permet de travailler, il nous permet d'être vraiment en relation avec ce monde concret. Hein, dans l'entreprise, si on n'avait pas de mental, on n'avance pas. Il est là aussi pour notre survie. Automatiser les processus et puis voilà, qu'on est bien lancé, on n'a plus besoin d'y réfléchir. Voilà. Donc ça peut être bien. Voilà. Mais l'organisation, je dirais, par cet esprit un peu militaire, mais même si on va même beaucoup plus loin, même ne serait-ce que les religions, voilà, il y a une sorte de peur, un conditionnement par la peur. Si tu fais pas ça, tu vas aller en enfer. Si tu n'obéis pas, tu vas aller au trou. Si tu fais pas ça, tu vas te faire tuer, etc., etc. Donc il y a un conditionnement par la peur. Si on se débrouille pas à réussir notre projet, on va se retrouver en faillite. Alors, conditionnement par la peur, par la rareté, et vous proposez, c'est ce qu'on voit aussi dans l'économie du don et la conscience de l'abondance, qu'on retrouve en filigrane dans votre livre, à savoir que on va se poser la question à chaque fois de ce qu'on peut apporter à l'autre, à l'organisation, à d'autres individus, au monde. Mais tout à fait. Ça mérite d'être un peu... Alors c'est quoi ça? Oui, oui, développer, bien sûr. En fait, si je suis dans la rétention, allez, on pourrait dire même que par rapport à la masse monétaire dont on dispose en ce moment, il y a de l'argent. Mais cet argent, il est stocké. Il n'est pas en circulation. Si cette masse monétaire se remettait dans le flux, on aurait 2,5 fois plus d'argent qui circulerait. Par le biais du multiplicateur économique de base. Oui, par le simple fait qu'il y a un flux, donc on est alimenté, je prends, je donne, et je reprends, je redonne. Et donc il y a ce mouvement, ce flux qui se fait, qui amène une forme d'abondance. Mais cette abondance, c'est pas parce qu'il m'en faut toujours de plus en plus, c'est simplement parce que j'ai la confiance qu'il y en a. J'ai la confiance que j'aurai toujours de quoi être nourri parce que ça circule. Donc en ça, le propos, mais là on est dans le philosophique et il y en a qui vont même nous dire qu'on est dans l'utopique, c'est de permettre justement de se libérer de ces besoins qu'on a de thésauriser, de collecter, de collectionner, de garder. Et au contraire, qu'on puisse se libérer de ça pour redonner et se retrouver à nouveau dans le flux. Pour dire finalement, comme dans ce précepte religieux, Dieu pourvoira à tes besoins. Voilà, enfin, oui. Croyant ou pas croyant, mais se dire, tiens, finalement, on va toujours avoir de quoi satisfaire nos besoins. Parce que, finalement, on a toujours de quoi satisfaire nos besoins. Oui. Alors j'aime bien dire que Dieu, si on comparait Dieu au champ quantique, c'est-à-dire à ce champ énergétique d'information, cette gigantesque base de données où toutes les possibilités existent. Et ça, c'est là que je reviens à la physique quantique. La physique quantique nous dit que c'est l'observateur qui va influer sur le résultat. Donc si nous considérons que notre résultat, c'est un résultat de rareté, où il y a des risques, où il y a des peurs, si j'ai pas ça, je vais manquer, je vais mourir, etc., on crée. On crée la rareté, les peurs, les risques, voilà. Les anticipations autoréalisatrices voilà. Négatives. Exactement, toutes ces croyances, voilà. J'y arriverai jamais. Eh ben on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Si je veux, je peux, on y arrive. C'est tout bête, hein, mais c'est vrai que la dynamique dans laquelle je me trouve... C'est aussi simple que ça? De mon point de vue, oui. Alors en plus, vous allez plus loin, vous citez une phrase de Vadim Zeland qui dit « Renoncez à votre intention d'obtenir, remplacez-la par votre intention de donner, et vous recevrez ce à quoi vous avez renoncé. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et comment c'est possible? Si je parle d'une manière très concrète, imaginez un manager qui rencontre son collaborateur pour un entretien individuel. Quelle va être son intention avant cette
cet entretien. S'il commence à se dire, lui c'est un con, de toute façon je veux obtenir à tout prix ça de lui, et puis qu'il se retrouve un peu dans une intention, je dirais, pas forcément manipulatrice, mais en tout cas où il va être dicté par quelque chose de il faut, etc. Il y a toutes les chances pour que l'entretien se déroule pas forcément bien et qu'il n'obtienne pas vraiment ce qu'il veut, c'est-à-dire la collaboration et l'engagement du collaborateur. Par contre, si avant cet entretien, il se dit simplement « Mon intention, c'est d'être présent à ce qui va se passer, d'être parfaitement à l'écoute et réceptif à ce que cette personne va me dire, et puis de voir comment on peut, ensemble, trouver un consensus, etc. Mais la première chose que je vais faire avant tout, c'est d'être curieux de ce qui va se passer et de lui donner ma présence. » Eh bien, cette forme de communication authentique, où je suis à la fois à l'écoute de l'autre et en même temps, je vais pouvoir exprimer mon ressenti, là, par rapport à ce que tu me dis, je ressens que, ça va permettre un véritable échange. Et ça va permettre d'arriver à ce qu'à la fin, il voulait obtenir. C'est-à-dire qu'il voulait simplement obtenir quoi? Cette relation gagnant-gagnant. La collaboration, soit content. Voilà, qu'on soit OK, qu'on puisse continuer à collaborer durablement et dans la bonne harmonie. Donc le simple fait de se mettre dans ce don, sans chercher à tout prix à recevoir déjà avant même l'entretien, voler, obtenir, grappiller. Quoi qu'il arrive, l'engagement de l'autre, même par la force ou par la peur, si je suis simplement dans le don de la présence, l'autre, il y a une harmonie qui se crée, il y a une énergie, une forme de sympathie, je dirais, une forme de relation harmonieuse qui se met en place, et le consensus est possible. Donc quoi qu'on ait, non pas à demander, ou quoi qu'on veuille, se dire, mais qu'est-ce que je peux offrir? Oui. Tout à fait. Avant toute chose. Tout à fait. Et si j'ai besoin de recevoir, qu'est-ce qui se passe chez moi encore? C'est quoi la peur que j'ai chez moi? Ou c'est quoi le truc que j'ai pas résolu chez moi? Si je me sens pas bien, c'est qu'il y a un truc qui est touché chez moi. Donc la première invitation, c'est, au lieu de dire c'est à cause de lui, non. Qu'est-ce que ça touche en moi? Qu'est-ce que je peux? En quoi ça peut me faire? En quoi ça peut m'enrichir? Et pourquoi je veux ça absolument? Pourquoi c'est important pour moi? Et à partir du moment où l'importance est lâchée, ben on peut l'obtenir. Il n'y a plus d'enjeu, on peut savourer ça pleinement. Oui, oui. Et alors le pire, c'est Jung en parlait, hein, les synchronicités de Jung, c'est que quelque part, avec ce lâcher-prise et cette permission, cette autorisation que je me donne simplement d'être dans l'expérience et la curiosité de ce qui va se passer, en me disant que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer, même si je ne sais pas comment ça va se passer, eh bien, ça va me permettre de recevoir beaucoup plus de fluidité, de cadeaux qui vont me permettre d'aller dans cette action, mais vraiment avec la fluidité. Et je vais dépenser beaucoup moins d'énergie. Les choses arrivent. Les choses arrivent d'elles-mêmes et je suis encore plus performant. Parce que je suis d'autant moins stressé que ça me permet d'avoir une vision beaucoup plus globale et sur la stratégie que je dois amener, sur la créativité, sur voilà, mon tableau de bord est beaucoup plus clair et précis quand j'ai cette fluidité, quand j'ai pu instaurer cette fluidité dans mon organisation. Alors on refera une émission prochainement sur les synchronicités où on verra effectivement que quand on est juste aligné avec soi-même, eh bien, et qu'on a des projets, des entreprises, des choses qu'on veut lancer. On l'a déjà entrevu avec un alchimiste qui s'appelle Patrick Burensteinas. Bah, finalement, les choses se déclenchent, les choses arrivent. On en parle et vous êtes authentique, vous êtes dans le don et les gens viennent vous aider. Vous avez des cadeaux qui vous sont faits. On pourrait dire à chacun des auditeurs, il y a forcément un moment dans votre vie où tout a été facile. Dans quel état psychologique vous étiez à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que c'était facile? Est-ce que c'est parce que c'était facile que vous étiez dans cet état-là? Non. Parce qu'à un moment, tout d'un coup, ça s'est compliqué. Mais c'est parce que vous étiez à un moment donné dans un état particulier, que vous aviez une intention particulière par rapport à vous et par rapport à votre environnement, que vous avez déclenché ces choses-là. Mais voilà, comme il y a forcément un petit décalage en temps, c'est pas forcément mon action immédiate qui va déclencher tout de suite un effet, donc je ne fais pas forcément le lien avec cet effet. Mais je suis déclencheur de ce qui m'arrive dans ma réalité. En ça, je me responsabilise. Et je suis capable d'apporter les bonnes réponses pour influer en tant qu'observateur de ma réalité. Et inversement, quand ça va pas, quand ça marche pas, quand tout se casse la gueule, ben pourquoi? Voilà. Et comment on accepte ça? Et comment on le rectifie effectivement. Tout à fait. Alors on va passer maintenant à notre questionnaire Changer le monde.
Qu'est-ce qui vous fait rêver? Un monde où l'individu est libéré de sa peur, je dirais, avec toutes les conséquences que ça engendre. Petite question quantique. Comment aimez-vous? Avec beaucoup d'humilité. Qu'est-ce qui est magique pour vous? La vie. Quelle est votre richesse? Mon authenticité. D'être qui je suis, au moment où je suis, avec toutes mes faiblesses et toute ma vulnérabilité aussi. Qu'est-ce que vous aimez donner? Ce que je sais. J'aime bien partager ce que je sais. Maintenant, les gens, je suis pas maître, je n'ai pas de contrôle sur ce qu'ils vont en faire, mais j'aime bien au moins donner des pistes à l'individu. Vous savez quoi? Qu'est-ce que je sais? J'apprends toujours. Vous êtes conscient de quoi? Là, ça me ramène vraiment à cette histoire de pleine conscience de ce que j'ai pu vivre après la NDE. Au moment de la NDE, c'est que je suis conscient que je suis immortel. Comment s'invente-t-on? Quand je dis je suis immortel, hein, voilà, y a une partie de moi qui est immortelle. Comment s'invente-t-on? Par la curiosité et l'acceptation. Et qu'est-ce que ça change de se sentir immortel ou de se savoir immortel? Ah ben, y a forcément beaucoup moins de peur, hein. Donc à ce moment-là, je vois beaucoup plus la vie comme une succession d'expériences et j'encourage d'ailleurs tout un chacun à voir la vie comme un jeu, parce que rien n'est vraiment grave. Qu'est-ce que le destin? J'aurais envie de dire une illusion. Qu'est-ce que la mort? J'aurais envie de dire l'état original. Enfin, un retour à l'état original plutôt. Qu'est-ce que plus d'humanité? Moins de peur et plus d'amour. On ressent quoi dans cet état original ou originel? Ah, l'amour avec un grand A. C'est quoi l'amour avec un grand A? Ouf, il n'y a pas de mots. Difficile, il n'y a pas de mots. Il faudrait que je vous donne plusieurs définitions pour que vous puissiez comprendre ce qui est indéfinissable au milieu, quoi. Si je vous dis des mots, je vais forcément orienter votre esprit vers une interprétation. Quand est-ce que vous ressentez le beau? Dans la nature, beaucoup. Ça, c'est mon côté philosophe, si on parle de personnalité. Et non, le vrai beau, c'est quand par mon action, je vois une personne qui prend conscience de quelque chose. Et que je sais qu'il y avait avant, il y a après. Qu'est-ce que le sublime? Sublime, subliminal, c'est... Je ne sais pas quoi répondre là. Ça pourrait tellement être interprété de plein de manières. L'être. Et qu'est-ce que l'homme? Une partie individualisée de l'être. Qu'est-ce que l'univers? Un champ d'expérience pour permettre à cette partie individualisée qu'est l'homme de s'expérimenter, de se retrouver. Qu'est-ce que l'être? Dieu. Dieu est le Verbe, hein, le Verbe est Dieu, le Verbe s'est fait chair. Voilà, alors là, c'est évident, je dirais ce qui me passionne, c'est de voir à quel point la physique quantique et les neurosciences ont un lien avec les spiritualités, les philosophies millénaires spirituelles. Je veux dire, on parle tous de la même chose depuis des milliers d'années, et même tous les modèles qui sortent en ce moment et tout, on parle tous de la même chose, qu'on y voit des anges, qu'on y voit autre chose, etc. Peu importe. Il y a des liens avec ça. On peut faire tous des liens. Là, je suis dans cette 5e dimension du préfrontal, dans la réflexion globale. Il y a des liens qui se font entre tous ces modèles, y compris les plus anciens. On renoue avec des spiritualités qui sont en train de s'agréger pour s'extraire peut-être des normes, des dogmes, etc. Oui. Alors, personnellement, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est, je dirais, le sens de ma mission, de ma légende personnelle, comme dirait Paulo Coelho, c'est de permettre à l'individu de saisir concrètement ce qu'on va dire d'autres manières plus spirituelles. Mais il se trouve que
Quand je vous disais tout à l'heure, parler d'amour, c'est difficile de définir ça. Donc les mots amènent... Peut-être que ça se vit simplement. Oui, mais concrètement, avec le vécu, à travers le vécu de la personne et avec quelques métaphores, amener la personne à prendre conscience et à la mettre en lien, mais sans avoir jamais nommé la chose, mais simplement avec son être, avec qui elle est fondamentalement pour lui permettre de se réaliser, de s'épanouir dans cette réalité matérielle. Là, pour moi, c'est vraiment le challenge, le défi. Et encore, c'est même pas un défi, c'est le plaisir. Avant de terminer, c'est qui l'autre? C'est une partie de moi. En fait, c'est quelqu'un que je pourrais voir comme une cause, mais en fait, qui est là pour me dire des choses. C'est une source d'enrichissement. Et avant de se quitter, une citation, une formule que vous avez fait vôtre, quelque chose qui vous a suivi, que vous pouvez transmettre, donner. Ah, ça, c'était, je m'avais dit là, au début de l'interview, et je ne l'avais pas, et je l'ai pas, je l'ai pas toujours vraiment. Je vous ai mis une pression. Oui, il faut. Alors, je vais lâcher le truc. Qu'est-ce qui viendrait? Non, je veux dire, c'est... Qu'est-ce que vous avez à dire simplement à nos auditeurs, à leur donner un petit cadeau? C'est dans ce sens-là que j'aurais envie, c'est écoutez votre corps. Écoutez votre ressenti corporel. Et si jamais on ne vous a pas appris à le faire et que vous avez mis beaucoup d'armure là-dessus, soyez attentif aux moindres petits détails que le corps va vous dire. Parce que le corps est l'interface avec la partie de vous qui sait. Voilà. Il y a une partie de vous qui sait, il y en a une autre qui ne sait pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce langage du corps, à travers cette absence de mots, il y a une vérité qui se forme et qui se dit. Dans l'absence de mots, dans le être bien, voilà, dans l'être. Dans le ressenti corporel. Et la vérité, je dirais, le vrai guide en vous, c'est votre ressenti corporel. Donc, mettez-vous le plus possible à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps. Et vous aurez infiniment plus d'informations qu'avec votre mental. Eh bien, merci Olivier Masselot. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun, c'est pour chacun, c'est ensemble, et c'est maintenant. Ouais, chouette.